qui voit rien. C'est pas grave. C'est le monsieur et la dame avec qui il faut parler. Je suis bien entouré. Hein. Donc tu as Arthur ici, et puis là tu as Anne Et Jérôme. et Jérôme. Patricia est là. Patricia, ouais. Bon, on va répéter un petit peu. On ne sait pas si on est en direct. C'est ça qui est rigolo avec Twitch. C'est qu'on ne sait pas à quel moment on est en On direct. est en direct. Alors Je on est pense en qu'on. direct là. Et Oui. hop, ça y est, il y a quelqu'un qui est en train de nous parler sur le chat, Gilles, non? Oui, ça y est. Alors on va faire le décompte comme si on n'était pas en direct. Hein. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À toi l'honneur, 0. 0 du coup. Eh bien, salut, bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur le Jump Seat d'Aérobuzz en direct de Friedrichshafen. C'est le premier jour du salon et là c'est la deuxième partie de la journée, c'est-à-dire c'est l'émission Club. Voilà, ça va durer une petite heure. On va échanger, on va parler d'avions, mais de bateaux aussi. Non? Ah oui. Pareil, hein. On parle de bateau aujourd'hui. Oui. Bah, on ne sait pas, on verra. Si nos invités aiment la voile, on ne sait pas. Alors, nos invités, vous les avez reconnus. À ma droite, alors je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite sur l'écran. Nous sommes sur le stand d'Elixir Aircraft. Les petits avions qui montent. Ça vous rappelez de M6 à l'époque, c'était pareil, regardez ce qu'elle est devenue. On vous souhaite la même chose, Arthur? Avec grand plaisir, oui. Comment ça va? Ah bah ça monte. On signe des avions, on produit des avions, on les livre. Ça ne fait que monter. Il y a quelques annonces aussi, on va en reparler tout de suite. À côté de moi, entre Gilles et moi, on a de la chance. Hein. Ouais. Anne. Bonjour Anne. Bonjour, enchantée. Anne Labbé, c'est ça? C'est ça. Alors présente-toi Anne, tu es jeune pilote? Alors voilà, moi j'ai 23 ans et j'ai rejoint Elixir du coup depuis février, donc toute jeune recrue. Et puis alors, Anne a de très très beaux galons. Hein. Oui. Ah ouais, alors là, Il brille. Hein. il brille, on va en parler aussi. Hein. Ouais. Des Ah. gammes qui brillent. Oui. À ta gauche, Anne, un jeune journaliste, Gilles Roy. Voilà, alors Gilles. Oui, oui. Mais bon, non, j'ai un micro aussi. Ah mais oui, t'as un micro, toi, c'est Mais vrai. je suis très très content d'être ici à Friedrichshafen, comme tous les ans d'ailleurs, Ouais. depuis un certain nombre d'années. Malgré ma jeunesse, je reviens avec plaisir ici. Je me lasse pas parce que bon, bah voilà, chaque année, Ah oui. chaque année, je me souviens de la première année où Elixir Aircraft était là. Donc ils n'avaient pas d'avion, ils avaient simplement pas un cockpit d'avion et on était tous contents, on passait la tête dans le cockpit et puis on avait un Polaroid. Et donc moi j'ai toujours ce Polaroid. Aujourd'hui il y a 3 avions, dont celui qui est tout au bout là-bas, il y a Alors, on le marqué voit pas, dessus Mermoz Academy. Mermoz Academy, effectivement. C'est un petit peu l'annonce du jour, hein, n'est-ce pas Arthur? Alors, je crois que c'est 6 appareils, c'est ça? C'est ça, ouais, clairement. Raconte-nous. C'est la très bonne nouvelle de ce début de salon. Hein. C'est qu'une des plus grosses écoles de formation française, hein, la Mermoz Academy, basée à Tours et à Orly, a commandé 6 avions pour participer au renouvellement et à l'évolution de sa flotte. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance de vivre dans un marché où il y a de plus en plus de gens qui se forment pour devenir pilote de ligne. Et il y en a beaucoup qui auront l'occasion de se former sur des élixirs. Donc le salon commence très bien. Et Anne a également une autre nouvelle à partager. Ah, Du même acabit d'ailleurs. double nouvelle alors, vas-y Anne. Ah ben, alors du coup, en ce début de journée, j'ai réussi à faire ma première vente chez Elixir. C'est vrai Voilà. Oh. Tu as vendu un avion aujourd'hui? J'en ai même pas vendu un, j'en ai vendu 4. Non, ah, Mais comment ça se passe devant? Bravo. 4 4 Elixir. au même client Au même client, effectivement. Donc je parlerai pas forcément des détails privés, mais je donc, suis très contente de faire ma pour première l'instant, vente. c'est aussi une école, Alors clairement, pour l'instant, le client, on n'a pas d'accord pour communiquer Bien sur sûr. sa personne, donc on va rester discret dessus. Mais c'est une vraie réussite pour nous. Bravo Anne, une belle Ouais. entrée en matière. Mais ce qu'on retient aujourd'hui, c'est une nouvelle preuve de confiance d'une très belle école, Ouais. la Mermoz Academy. Après Airbus Flight Academy, on commence à Oui, avoir parce les que plus c'est belles vrai. écoles françaises. C'est vrai que vous avez aussi mis le pied chez Airbus Flight Academy, c'est quand même Ouais. une belle référence. Clairement, c'est des belles références. Et Mermoz, quand Mermoz choisit Elixir, c'est évidemment, quand même Mermoz choisit des Elixirs, pardon, c'est Oui. évidemment par la qualité des avions, le fait que ce soit des avions qui sont propres aussi, ça c'est très important. La transition énergétique, verdir la formation et la verdir Ouais, parce concrètement que avec des y a- chiffres, y a- ça c'est important. La transition, c'est pas simplement l'hydrogène ou l'électrique qui est hypothétique, c'est des moteurs qui aujourd'hui
consomment beaucoup moins que les anciens. Alors c'est des moteurs qui consomment moins, c'est des avions qui sont plus légers, plus aérodynamiques, c'est un cercle vertueux en fait, hein, qui dit plus léger dit et plus aérodynamique dit moins besoin de puissance. Donc un Elixir ça peut à la fois voler vite ou voler doucement ou en tout cas à la même vitesse que les autres avions de formation mais en consommant 20% de moins que des gens qui ont le même moteur que nous ou 300% ou 200% de moins que des gens qui ont des gros moteurs. Tu nous rappelles un peu les performances, vitesse de décrochage d'un Elixir par exemple, c'est quoi? Eh ben on va demander à la vendeuse. Alors, cap vers la formation, on va reparler de la formation. Alors la vendeuse. J'avais une question justement, raconte-nous un peu les coulisses, la vente 4 avions. Comment ça se passe une vente? Alors, T'as pas démarré la vente à 14h quand même, ça se prépare un peu en amont, non? non, il y a quand même une inertie sur la vente, c'est-à-dire que on va faire une journée présentation de l'Elixir où on va montrer du coup l'avion d'un point de vue technique. On va s'asseoir en salle pendant 2 heures, présenter la machine. Ensuite, on va parler, on va faire des vols découvertes si la météo le permet, et on va parler des coûts d'exploitation de l'Elixir qui sont quand même un super avantage aujourd'hui sur cet avion moderne. Et puis après, il y a le temps de réflexion et puis la conclusion. Vol découverte, c'est toi qui emmènes les futurs clients? Alors- Non, pas oula, micro. Jérôme, j'ai pas de micro. On recommence. Vol découverte, c'est toi qui emmènes les futurs clients? Alors à terme ce sera moi qui les ferai, mais aujourd'hui je suis pas encore flight instructeur, ça se voit, j'ai que 3 galons. Et à terme, donc cet été je passe mon brevet d'instructeur et je ferai du coup ces vols découvertes avec les clients. Voilà. À la jeunesse, hein. Eh ben ça c'est un très bon sujet d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler pendant Eh bien, l'émission. Bien sûr. Mais générer des passions, générer des vocations, que ce soit pour venir travailler chez Elixir, mais plus globalement dans l'aéro, c'est un gros sujet, c'est un vrai sujet d'actualité chez Elixir, hein, des jeunes, des femmes, parce que c'est quand même un milieu qui n'est pas assez féminisé. Et c'est un de nos très forts objectifs, et on pourra en reparler avec plaisir. Alors, il y a un petit peu moins d'1 an, quand on a vraiment démarré Jumpseat, tu étais un de nos premiers invités au salon de Bron et sur votre salon, vous aviez un grand panneau où il y avait toute la liste des talents que vous étiez en train de recruter. Aujourd'hui, vous êtes toujours en train de recruter? Alors ceux de l'époque, on a réussi à les recruter, mais on Heureusement. continue à rechercher. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une quinzaine de postes ouverts chez Elixir Actuellement. Aircraft à tous les niveaux de l'entreprise, de la prod à l'ingénierie, au commercial, à l'administratif, au support, parce que aujourd'hui Elixir c'est une entreprise qui a le vent en poupe, hein. Nos avions plaisent, ça se voit, et maintenant il faut continuer à dimensionner l'entreprise pour que on soit à la hauteur de nos ambitions. Qu'est-ce qu'il faut comme particularité chez un jeune pour travailler chez Elixir? La passion évidemment, mais... Alors la passion, mais pas forcément la passion de l'aéro, parce que ça peut être de la curiosité. Ce qu'il faut pour Elixir, pour travailler chez Elixir Aircraft, c'est être motivé déjà. Chez Elixir Aircraft, on travaille dans une bonne ambiance, donc on a besoin de gens qui ont la tête bien faite, qui socialement ont envie de vivre une aventure comme celle d'Elixir, et puis ensuite évidemment des compétences dans les milieux où on va chercher des compétences. Mais d'abord des gens qui ont une tête bien formée, qui vont être capables de s'intégrer à l'entreprise, et ça c'est la priorité. On veut travailler dans une bonne ambiance chez Elixir. Donc Anne a une tête bien formée. Comment vous l'avez trouvée, Anne? Alors je me suis pas occupé du recrutement d'Anne, donc je préfère pas dire de... Comment tu as trouvé Elixir? Alors on va inverser la question. C'est vrai que c'est une équipe assez jeune et dynamique. C'est vrai que travailler sur un avion, donc de sa conception et voir toutes les parties de l'avion d'un point de vue mécanique pour un pilote et pour un commercial, c'est super important et on apprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'ambiance au sein de la boîte est super. D'après mes informations, tu aurais pu aussi travailler en ligne. Alors oui, j'avais l'opportunité. Bien informé? Oui. Merci, Gilles. Non, oui, j'ai eu plusieurs opportunités, que ce soit dans l'aviation d'affaires ou même en tant que pilote de ligne. Mais c'est vrai que tant que je suis jeune, que j'ai la possibilité, que j'ai pas forcément de vie de famille, etc., pouvoir travailler dans une jeune entreprise dynamique comme Elixir, c'est vraiment un tremplin. Et puis même, on fait des missions vraiment incroyables avec cette entreprise. Alors je te rassure, tu peux avoir une vie de famille et travailler chez Elixir, parce que j'en connais un qui a une vie de famille, qui a 2 enfants, et même ses enfants montent sur la scène avec lui quand il fait le congrès des aéroclubs. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu confirmes? Ah, je confirme, on avait une babysitter de luxe, c'était monsieur Charon, Jean-Luc Charon. Le président de la fédération. Jean-Luc, si tu nous regardes, il est fréquent sur le chat. Et effectivement, oui. Toute la famille est dans l'aventure Elixir Aircraft de toute manière.
Et si on fait un petit flashback, toi, quand tu avais l'âge d'Anne, comment l'aviation est venue à toi ou toi t'es venu vers l'aviation T'es encore jeune en plus. C'est gentil, merci. Toi aussi, tu es très jeune. Oui. C'est pour ça que je me permets. Moi, je suis né dans ce milieu-là. J'ai eu la chance de naître dans deux milieux, l'aéronautique et le nautisme. Et dans une famille où on faisait de l'avion, du bateau, les week-ends, le soir, quand on pouvait. Et à la fois de la pratique, mais aussi de la fabrication, de l'entretien, de l'amélioration, etc. Et moi j'ai eu l'opportunité de grandir dans ce milieu-là, dans ces deux milieux-là. Et en fait, c'est vraiment la croisée des chemins entre le nautisme et l'aéronautique qui a fait que Elixir existe aujourd'hui. L'idée, c'était de récupérer des technos, des développements qui avaient été faits dans le nautisme et de les adapter à l'aéro. C'est ce qui nous permet d'avoir une structure d'avion très innovante et qui fait qu'on a des coûts d'exploitation derrière aussi exceptionnels d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que c'est un avion qui a de quoi séduire. Hein. Bon, moi je fais de l'ULM, tu m'en veux pas. Mais je l'essaierai un jour l'Elixir. Je t'en veux un peu quand même. Bon, voilà. Vas-y Anne, un petit mot à rajouter. Oui. Vas-y Gilles aussi. Hein. Non, mais moi j'ai mon micro, je parle comme je veux. Oui, Gilles a son micro, enfin, j'arrive pas encore à m'habituer à la configuration là. Moi je ne dirai rien sur l'ULM, je ne se prononce pas. Mais non, l'ULM, je cache le micro, vas-y. L'ULM, c'est quelque chose que moi j'apprécie et je pense qu'au passage, défendre l'ULM à la française, c'est très important. Le futur de l'ULM à l'échelle de l'Union européenne, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je referme la parenthèse, mais j'encourage le maintien de l'ULM à la française et se battre pour ce que c'est aujourd'hui. Le message est passé. alors aujourd'hui, vous êtes combien chez Elixir et vous en êtes où dans la production? Alors aujourd'hui, on est un petit peu plus de 100, j'ai pas le chiffre exact, mais on a passé ce jalon un peu mythique il y a quelques semaines, où on en est dans la production. Et aujourd'hui, on sait produire des avions de A à Z chez Elixir. Ça, c'est déjà une grande victoire, on sait les livrer. Je crois qu'on est prêt à livrer quelques avions, en gros jusqu'au numéro de série 14 ou 15, là, dans les prochains jours, si tout va bien. On a démarré la production du numéro 22. Et on a un carnet de commandes qui doit, si je dis pas une bêtise, s'approcher des 75, même si on doit être un peu en dessous, j'ai pas le chiffre exact. Alors 75 avions, ça veut dire que si nous on en commande un aujourd'hui, tu nous le livres quand alors? Je préfère pas répondre, je vais dire des bêtises. La cadence. Autrement, voilà. Très clairement, là on parle de fin 24, début 25. D'accord. Ah oui. Voilà, c'est l'ordre d'idée. Faut savoir que c'est plutôt, c'est plutôt normal dans notre milieu actuel, puisque chez certains des grands constructeurs, on parle de 3 ans aujourd'hui d'attente. Donc c'est assez classique. Voilà. Donc voilà, les clients acceptent ces délais, évidemment. Ils attendent leur joujou, entre guillemets. Comment ça se passe? Il y en a qui demandent d'être servis un peu plus tôt ou pas, non? Ceux qui signent, ils ont accepté ce délai. Voilà. Après, il ne faut pas se voiler la face. Nous, on est un jeune constructeur. Donc, en tant que jeune constructeur, on apprend à livrer dans les temps. Et on n'est pas les meilleurs aujourd'hui. Mais par contre, on est tous les jours meilleurs en meilleurs. Et voilà, l'avenir est radieux de ce côté-là. Anne, c'est la question. Pardon, non, vas-y. Très rapidement, c'est la question qu'on te pose aussi. Quand est-ce que j'aurai mon avion avant de signer? Ah oui, forcément, c'est une question qui retombe souvent. Après, c'est vrai que nous, on accélère de plus en plus nos rythmes de production. On va par exemple construire une nouvelle usine de l'autre côté de notre usine aujourd'hui qu'on a à La Rochelle. On accélère de plus en plus les cadences de production et c'est vraiment un challenge aujourd'hui chez Elixir d'aller là-dessus. Quand on est vendeur ou vendeuse et que l'usine elle tourne pas assez vite, ça doit être rageant. Donc du coup, c'est ce que tu as annoncé sur la scène au congrès de la Fédération française d'aéroclub il y a quelques semaines à Clermont-Ferrand. Vous allez avoir une nouvelle usine. Oui, clairement. Aujourd'hui, les locaux qu'on a à notre disposition sont trop petits pour atteindre les cadences qu'on vise. Donc, dans quelques années, le temps de construire cette usine, de la rendre opérationnelle, donc on parle de l'ordre de 2 ans, et on aura une capacité bien plus importante que celle qu'on a aujourd'hui. Et tu parlais de commerciaux qui trépignent pour livrer des avions. Chez Elixir, tout le monde trépigne pour livrer des avions. Quand on a une équipe qui est aussi passionnée que celle d'Elixir, on n'a qu'une seule hâte, c'est de voir le client venir chercher son avion. Et c'est ça qui nous donne le sourire et la patate. Et puis alors quand le client revient quelques semaines plus tard, ravi par son avion, c'est encore mieux.
Ah ouais, effectivement, ouais. Alors, Anne, toi, tu as un cursus dans l'aéronautique, tu as commencé très très jeune. Hein, Oui. tu me disais là tout à l'heure, quand on préparait ce petit rendez-vous, que tu as commencé à apprendre à piloter à 14 ans. Oui. Où donc? Donc j'ai commencé à l'aéroclub de Bordeaux-Ivrac. Ah donc, toi tu étais déjà sur la côte ouest. Oui, c'est ça, je n'ai pas trop bougé. Oui, j'ai commencé à piloter à 14 ans et puis après, de fil en aiguille, brevet de base à 15 ans, PPL à 17 ans. Après, PPL, c'est le brevet de pilote privé d'avion. D'avion, bien sûr. Non, mais on décode parce que Voilà. on a une partie de nos viewers qui ne sont pas forcément des spécialistes et qu'on essaye d'intéresser à l'aviation. Donc il faut C'est l'objectif décoder. aussi. Voilà. DGAC, Direction Générale de l'Aviation Civile. Exactement. Et puis voilà, donc après je me suis intéressée beaucoup à l'aviation générale, donc j'ai fait le tour aérien des jeunes pilotes, comme Arthur l'avait fait aussi. Tu l'avais fait aussi? Ah, je En me quelle souviens année pas de ça. 2009. D'accord. Et on m'a décerné le prix de la sympathie. Ah. Et toi, t'as décerné un prix? Moi j'avais eu la chance de gagner le tour. En bah. 2009. Ah bah, c'est voilà. Donc respect là, respect. Et tu volais sur tu l'as fait avec quel avion? Alors je l'ai fait avec un Cessna 152. D'accord, donc c'est l'ancêtre de l'Elixir en quelque sorte. Effectivement, c'est un avion pour le coup qui consommait 2 fois plus et qui allait 2 fois moins vite. Mais, Voilà. Elle est bonne vendeuse. Hein. Et toi, tu l'as fait sur quel avion? Ah, moi, je l'ai fait sur un MCR-01 de chez Dinaero. Ah oui. Donc Consomme moins que le Cessna. Hein. Ah, beaucoup moins. Ça va aussi beaucoup plus vite, pas Oui. comme un Elixir. Exactement. MCR, Elixir, il y a une certaine communs. filiation. Clairement, on ne va pas renier nos origines. Le MCR, c'est probablement la machine expérimentale ou de construction amateur par excellence. Voilà, par excellence. Et nous, on est reparti un peu de ce concept aérodynamique que sont les avions de Michel Colomban et Christophe Robin, mais avec un objectif totalement différent qui est de faire un avion de formation, donc avec des performances légèrement en deçà, mais une qualité de fabrication, une fiabilité, une robustesse qui résiste à tout. T'as dit pas renier nos origines. Comment tout a commencé? Comment un jour tu t'es dit je veux construire des avions? Alors j'ai un peu le même passé qu'Anne pour mes débuts, parce que moi je suis né dans une famille où on faisait de l'avion. Mon papa était instructeur, donc j'ai passé ma jeunesse dans des avions. Puis un jour on m'a dit tiens, va passer ton brevet de base. J'ai passé mon brevet de base. Un jour on m'a dit tiens, va faire ton TT. Alors TT qui est devenu le PPL, la licence de pilote privé. J'y suis allé et le tout sans vraiment prendre de cours puisque j'ai grandi là-dedans. Et en parallèle, j'ai construit des petits bateaux, des bateaux moyens, des gros. Puis un jour, j'ai construit des avions avec mon papa. Et puis un jour, tiens, avec tout ça, pourquoi on ne ferait pas un avion qui va tirer la quintessence de tout ce qu'on a appris? Et puis pour changer, tiens, si on essayait de le certifier. Parce que ça fait longtemps qu'on ne certifie plus des avions. Et voilà, c'est comme ça que ça a démarré, se dire les autres le font pas, peut-être que c'est à nous de le faire. Et t'as fait quelle école, toi, ta formation? Alors moi j'ai fait... Pour ceux qui veulent construire des avions aussi, il y en a peut-être. Hein. Alors je vous recommande pas forcément mon cursus. Donc moi L'école de journalisme? Non. Non, moi j'ai d'abord fait une première année de prépa. Qui était très instructive mais qui ne m'a pas permis d'envisager une deuxième année de prépa. Ensuite j'ai fait un DUT en génie mécanique, à l'issue de quoi j'ai été faire un diplôme universitaire d'études techniques internationales, donc qui était un diplôme en partenariat avec une université londonienne où j'ai fait des études d'ingénieur aéronautique là-bas. Voilà. Très bien. Gilles, à toi. Je suis en panne de questions. Je rigole. Non. Là, on a des questions. Oui, on a des questions de Ulfred qui dit qu'il a mangé avec toi, Anne, à Ivrac il y a quelques années, et il dit que, alors bon, c'est parce Le que filou. je pense qu'il n'a pas été très attentif parce qu'il dit Anne oublie de préciser qu'elle est arrivée première du Tour de France. Si, tu l'as dit. Si, elle l'a dit. Mais discrètement. Discrètement. Oui, elle est modeste. Et Anne, après le Tour de France, tu as fait le rallye, le raid de la TECOR. Alors c'est le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Et du coup, oui, oui, j'avais la chance avec Alors, le tour. c'est quoi ça, le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal? Alors, sur les traces des pionniers, en fait, donc, au départ de Toulouse, on fait toute la côte. On
en passant par l'Espagne, on fait toute la côte africaine jusqu'à Saint-Louis, donc au Sénégal, donc sur les traces des pionniers de l'aéropostale. Et c'est vraiment une expérience incroyable que je recommande à tous les pilotes. Et là, tu l'as pas fait avec un Cessna 152 là? Non, là j'ai fait avec un PA28. D'accord, donc oui. c'est 4 places, c'est un peu ça. plus gros ça. C'est un peu plus gros. Mais ça reste quand même un avion très modeste hein, pour un itinéraire aussi long. Ah ben, quand on voit les avions qu'utilisaient les pionniers à l'époque, c'est pas du tout les mêmes choses que des avions aujourd'hui, c'est sûr. D'accord. J'imagine que tu rêves encore de plein de choses là aujourd'hui. De refaire tout ça avec un élixir ou même faire du convoyage, non? Livrer un élixir au bout du monde, non? Je sais pas comment ça fonctionne. Oui, ça pourrait. C'est le client qui décide, hein. Donc oui, il y a des clients qui convoient ou qui font convoyer leurs avions, il y en a d'autres qui veulent les démonter. Moi, ça fait partie de mon passé, hein. Je crois que on m'a envoyé faire mes premiers convoyages en Europe, je devais avoir tout juste 18 ans, quelque chose comme ça, si j'avais pas 17 ans, et ça a été très instructif et j'en garde des merveilleux souvenirs d'ailleurs. Ah ouais, bah, j'en doute pas, c'est clair, ça doit être sur... Et par exemple, cite-nous un exemple, une destination où, en combien de temps ça s'est fait ou... Alors, vraiment, il y a deux choses, deux convoyages que je garde particulièrement en mémoire. Un premier où il a fallu aller livrer un avion à Bucarest, donc Dijon-Daroy jusqu'à Bucarest, le tout dans la journée, 12 heures de vol, voilà, en plein été, en profitant des longues journées. À 18 ans, allez. Alors, j'avais peut-être pas 18 ans pour celui-là, hein, mais dont 3 refuelings en courant, en faisant la douane dans d'autres pays. Mais l'air de rien, c'était une expérience géniale. Et arrivé dans un pays comme la Roumanie il y a une quinzaine d'années, c'était très dépaysant pour moi. Et les autres convoyages que moi j'aimais beaucoup, c'était aller en Europe du Nord, Suède, Norvège, etc. Parce que survoler toutes les îles par là-bas, parfois on s'arrêtait la nuit sur certaines îles. Je vous recommande une petite île qui s'appelle Andélave, où on peut louer un bungalow au bord de la mer, au bout de la piste. Voilà, toutes ces expériences un peu rigolotes. Voyager en avion léger, c'est tout simplement génial. N'est-ce pas, Anne? C'est sûr, avoir l'occasion d'en faire son métier et puis de voyager partout en France et partout en Europe pour aller à la rencontre des clients et leur présenter l'avion et même leur livrer à terme, c'est vraiment c'est incroyable. Ne soyez pas timide sur le Alors, chat. Posez vos sur questions le à chat, Anne justement, et j'ai Arthur. une question. Le MCR est un ULM oui ou non? Il existe en version en ULM. Oui, alors MCR, les lettres MCR, c'est Michel Colomban, Christophe Robin. Et c'est des avions qui sont... c'est une gamme assez large, hein, qui va du biplace au 4 places, monomoteur au bimoteur, ULM, pas ULM. Donc il y a un peu de tout pour répondre à pas mal de besoins des clients. Donc il y avait même des kits aussi à un moment. Oui, il y avait plusieurs niveaux de kits. Donc c'était l'ULM pouvait s'acheter clé en main. Par contre, les gens qui voulaient des avions dans leur version CNSK, donc certificat de navigabilité spéciale kit, pouvaient le fabriquer soit à partir d'un kit de base, soit à partir d'un kit avancé à tous les stades. D'accord. Aujourd'hui, en 2023, à tes souhaits. Qu'est-ce que tu ressens là, on est au centre d'un bâtiment dans le plus grand salon d'aéro-aviation générale en Europe en tout cas. Il y a de la fierté, Qu'est-ce que tu ressens? Dévoile-toi. Alors c'est une question qu'on nous pose souvent, vous devez être tellement fiers, c'est génial. Plaisir au moins. Eh ben on n'a pas le temps. Ah oui, pas le temps de savourer? Pas le temps en fait, parce qu'il y a toujours un objectif qui chasse un autre. Et c'est quelque chose qu'on apprend à faire, hein, se poser pour savourer le moment. Et qu'on a appris à faire parce qu'on a une équipe autour de nous, parce que ils méritent qu'on les félicite, qu'on prenne du temps avec eux pour célébrer tout ça. Et c'est assez dur, hein, l'air de rien, de se dire il y a tellement d'objectifs à atteindre que c'est dur de faire des pauses pour ça. Et c'est pas la chose sur laquelle on est les meilleurs. Et d'ailleurs, je dois présenter nos excuses à nos équipes pour ça, parce que ils font tous un boulot extraordinaire et Elixir, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe, hein. C'est ça, tu le ressens aussi, j'imagine. Je vous interromps, il y a Alfred qui dit c'est comme nous sur Aérobuzz, on n'a pas le temps de se dire il est chouette mon article, que Gilles exige qu'on en écrive un autre. Alfred, il fait partie de la rédaction, non? Hein? Est-ce qu'on le dénonce? Alfred, infidèle. Alors, le chat réagit encore, non? Non, ça va. N'hésitez pas à poser vos questions à Arthur et Anne, hein. Profitez-en. C'est ça aussi, grâce à Twitch, on peut interagir avec vous.
On voit sur ce salon, alors ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'opposer, il faut toujours avancer. On voit sur ce salon deux nouveaux moteurs quand même qui intéressent tout le monde. L'Eurotax 916 IS et puis surtout la turbine qui, elle, gagne des clients. Et puis alors, on l'a connue à 109 chevaux et aujourd'hui à 160. Est-ce que ces deux motorisations, vous les envisagez sur votre Elixir? Alors on va commencer par l'Eurotax 916, donc c'est un moteur qui je crois développe 160 chevaux pour le décollage Après, et 137 chevaux voilà, continu. Donc nous aujourd'hui on n'utilise pas ce moteur, on n'a pas comme souhait de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on utilise déjà deux versions de moteur, une première qui fait 100 chevaux, donc l'Eurotax 912 IS, qui est la version qui est déjà certifiée de l'Elixir, celle qu'on vend, qu'on livre, etc. Et on est en dernière ligne droite pour finaliser la certification de l'Elixir avec 140 chevaux turbo, le 915 IS. Et nous, ça nous suffit. Le 915 IS, donc c'est un moteur qui a un peu plus de 140 chevaux pour le décollage et 135 chevaux continus. L'Elixir étant un avion très performant, qui va vite, qui monte fort, on n'a pas besoin du surplus de puissance que dont le 916 aurait besoin. Que le 916 propose. Et le 916 au passage rajoute peut-être un petit peu de complexité, un petit peu de masse, des euros à l'achat. Et aujourd'hui c'est pas ça notre business model. Notre avion a déjà des performances à la hauteur et largement à la hauteur du marché qu'on vise. Donc nous ce qu'on vise c'est la fiabilité, la performance et la longévité. Voilà, donc on va rester concentré sur les deux Rotax qu'on utilise actuellement. Concernant la turbine, là, c'est un petit peu différent. Donc aujourd'hui, c'est une turbine qui est proposée sur le marché de l'ULM massivement, puisque c'est une turbine qui n'est pas encore certifiée. Ça leur permet d'ailleurs d'acquérir de l'expérience et c'est assez génial. Cela étant, nous, on est quand même très intéressés par cette turbine parce qu'elle va être capable de boire différents carburants, aujourd'hui du jet, mais ce jet, il peut être synthétisé ou fait à partir de biocarburants, du SAF, Sustainable Aviation Fuel, et c'est ça qui nous intéresse énormément. Demain, si on veut que l'aviation continue à évoluer, à grandir, il faut qu'elle se verdisse. Aujourd'hui, un Elixir, ça consomme ou émet 70% de moins de CO2 que la moyenne des avions de formation aujourd'hui dans le monde. Donc c'est colossal, 70% c'est colossal. Et pourtant, c'est un moteur qui utilise une énergie fossile. Un carburant fossile. Ouais. C'est un avion avec des technologies classiques. Par contre, on a tiré la quintessence de tout ça pour en faire quelque chose d'exceptionnel. Demain, si on est capable de faire du biocarburant avec un Elixir, on peut aller quasiment jusqu'à 90% de gain de réduction d'émissions de CO2, toujours par rapport à la moyenne actuelle. Donc nous, on travaille avec Turbotech, donc qui est l'auteur de cette turbine, pour certifier une version de l'Elixir et aller la proposer sur le marché. Au passage, on a une demande qui est intéressante de la part des écoles de formation parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui veulent devenir pilotes de ligne vont être formés sur des avions à piston et le jour où ils ont fini leur mûrissement, ils font de la turbine ou du turboprop toute leur vie. Donc pourquoi ne pas faire leur formation à Binicio sur de la turbine? Et voilà, donc mais alors, est-ce que c'est intéressant un des objectifs, c'est de faire ça. D'avoir une turbine pour faire des tours de piste? Alors, les tours de piste, dans un cursus de formation, c'est que le début. Mais finalement, apprendre à se poser et décoller avec une turbine, oui, ça fait partie du job. Apprendre à gérer les 4 pannes du turbine au décollage, à l'atterrissage, ça fait aussi partie du job. Donc oui, c'est intéressant et au contraire, ça permet peut-être d'amener le pilote plus vite au niveau de compétences dont il a besoin pour aller faire le reste de sa formation. Après, là, on sort de notre scope. Nous, on amène un produit dans les écoles et elles font leur boulot à former les pilotes. À plus long terme, cette turbine, comme toute bonne turbine à gaz, elle peut boire à peu près n'importe quel gaz. Et pourquoi pas de l'hydrogène? Voilà. Et donc dans cette continuité, donc avec Turbotech et Elixir Aircraft, on a d'autres partenaires que sont Safran, Daher et Air Liquide, le tout dans un programme en partie financé par la DGAC. L'idée c'est de faire donc une version au biocarburant, au SAF, et à plus long terme une version à l'hydrogène cryogénisé. Donc ce qui est comment? Cryogénisé, c'est-à-dire qu'il est cryogénisé, c'est-à-dire qu'au lieu d'être gazeux à très haute pression dans une bonbonne, de l'ordre de 5 à 700 bars, nous il a une pression beaucoup plus inférieure, mais à moins de 270 degrés. Voilà. Et alors, on a hâte de faire voler cette machine, ça va prendre des années avant qu'on y arrive, mais petite parenthèse, les Russes ont fait voler un avion à l'hydrogène liquide dans les années 70, c'est faisable. On ne parle pas de quelque chose d'infaisable, on parle de quelque chose que des gens ont déjà réussi à faire. Maintenant, à une époque
ou peut-être que dans 10, 20, 30, 50 ans, ça deviendra réaliste de faire voler des avions à l'hydrogène. Donc l'idée, c'est de se préparer sur ce sujet. Et rapidement sur la turbine, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait avoir un jour un tout turbine, que l'Elixir Aircraft soit simplement propulsé, ou qu'il y ait les deux options, Rotax, turbine au choix? Clairement, il y aura les deux options. Moteur à piston ou turbine, ça sera au client de choisir. Et on ne va pas imposer le choix au client. On a vu sur le salon, il y a les Chinois aussi, les concurrents de Rotax. Ils vous ont approché, non, ou ça... Ils ne nous ont pas approchés. Hengzen. Je vais rejoindre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous, on veut de la fiabilité, de la longévité, de la simplicité. Donc, j'ai les Chinois qui ont fait ce qu'ils ont fait ont énormément de mérite et je ne reviens pas là-dessus. Mais nous, on a besoin de s'appuyer sur des partenaires de confiance qui n'ont plus rien à prouver. Il faut que nos clients aient confiance en nos partenaires. Et c'est un paramètre très important dans la sélection des systèmes, des équipements qu'il y a sur nos avions. Alors Le chat. j'ai des questions. Donc on dit une turbine et pourquoi pas un quadriplace équipé d'une turbine. Pourquoi pas. Chaque chose en son temps. Nous aujourd'hui on est déjà bien occupés avec notre produit. Aujourd'hui, si on veut faire attention à la planète, quand on fait un quadriplace, il faut s'assurer qu'il serve vraiment comme un quadriplace. Voilà. Et nous, quand on a créé Elixir, on a fait beaucoup de statistiques, d'études, de comportement, de voir comment les gens utilisaient les avions. Et à plus de 90%, les quadriplaces sont utilisés comme des mono ou biplaces. Donc très clairement, si on veut être dans l'air du temps, il faut faire attention à ça. Et le biplace aujourd'hui, c'est la solution pour l'avenir. D'accord. Et avec le contrat d'aujourd'hui, pardon Gilles. Non, vas-y. Je reviens juste sur le contrat, l'annonce Mermoz. Ça veut dire que la formation, cap vers la formation, ou ça va rester un avion école et loisirs, ou est-ce que la formation va prendre le dessus, ou on sait déjà, c'est un marché prometteur évidemment. Alors la formation a déjà pris le dessus. Elle a déjà pris le dessus. J'ai pas les chiffres exacts, mais on est à plus de 50% franchement, que ce soit en aéroclub ou en école professionnelle. Cela étant, on a aussi beaucoup de particuliers qui sont intéressés par l'avion et on est ravis de les accueillir. Et pour nous, cette diversité, elle est primordiale. Et d'ailleurs, elle a toujours été présente chez tous les constructeurs d'avions. Il n'y a pas un constructeur d'avion qui n'a fait que de la formation ou que du particulier. Cette diversité, elle est présente chez tout le monde. Alors moi j'ai encore une question là sur le chat. Merci d'être là le chat. Voilà. Alors nous on y a répondu ce matin. La question des nuisances sonores avec une turbine. Alors ce matin on était sur le stand de JMB Aviation et avec Turbotech et avec Dukelis. Donc on a déjà répondu, mais on aimerait bien avoir ta réponse. Alors peut-être que Alfred était plus sur le chat ce matin. Ouais. Il est parti manger. Nous, on a la chance, que ce soit Elixir ou même JMB, d'avoir des avions qui sont performants. Qu'est-ce que c'est un avion performant pour les nuisances sonores? C'est un avion qui décolle court et qui est très rapidement à ses 1000 pieds pour le tour de piste ou au-delà s'il part en nav. Avec un Elixir ou un avion de chez JMB, au bout de la piste, vous êtes déjà aux 1000 pieds. Voilà. Donc les riverains, ils ne nous entendent pas beaucoup. Si on est parti pour un tour de piste, dès qu'on est en palier, on a déjà réduit de 30 voire 50% la puissance pour faire le tour de piste, donc on ne nous entend pas. Avec la turbine, ça va être pareil. L'avantage de la turbine par rapport à l'avion à piston, c'est qu'elle a un bruit qui est plus agréable. Donc potentiellement, elle peut faire même un petit peu moins de bruit, mais la grosse différence, c'est le caractère agréable du bruit. Parce que ça fait aussi sa différence chez les riverains. Voilà. Et nos petits avions, nos biplaces, et ça ne serait pas le cas si on faisait des 4 places d'ailleurs, ça nous permet aussi de faire beaucoup moins de bruit. L'Elixir a le plus petit diamètre d'hélice de toute la concurrence, de tout le marché actuel. Le bruit de l'hélice, c'est ce qui fait le plus de bruit dans un avion. Par contre, ce n'est pas toujours ce qui fait le type de bruit. L'échappement peut avoir un gros impact sur le type de bruit. Voilà. Passionnant tout ça. Voilà, alors là, c'est pas sur le chat, mais est-ce que Elixir Aircraft se lancerait pas dans un eVTOL? J'allais justement me poser la question sur l'électrique. Donc voilà, très bien. On peut faire des trains aussi après si vous voulez. Un élixir électrique. Alors on va déjà répondre à la question de Gilles. Non, c'est le chat, Oui, pardon, c'est le chat. Non, clairement, nous, on n'a pas du tout prévu d'aller sur ce marché-là. Encore une fois, pour la planète, décoller verticalement, c'est quand même pas un cadeau. C'est une énorme dépense d'énergie, même si après il y a une transition vers un vrai vol.
c'est déployer énormément d'énergie pour cette phase de décollage ou d'atterrissage qu'un avion classique, en tout cas qui va décoller sur une piste, économisera massivement. Donc nous, c'est pas un objectif. Ensuite, on n'est pas des fervents amateurs de mobilité urbaine. Nous, on aime notre aviation, mais moi personnellement, je serais pas fan d'avoir des eVTOL ou des hélicos qui passent au-dessus de chez moi tout le temps pour aller à tel ou tel endroit. Voilà, je suis le premier à trouver qu'il faut faire attention aux nuisances. Donc c'est pas dans nos objectifs. Après, une version électrique de l'Elixir, c'est pas un objectif non plus, parce que nous, on veut un avion qui va remplir sa mission, que ce soit de la formation ou du particulier. Et donc, il faut avoir un choix entre faire des tours de piste, mais aussi aller faire de la mania, de la nave, et être le plus représentatif possible de ce que l'opérateur, en tout cas un opérateur en formation, va avoir pendant le restant de sa vie. Donc aujourd'hui, c'est pas un objectif, c'est pas un objectif pour Elixir Aircraft. Voilà, merci en tout cas de répondre si clairement à toutes ces questions. Alors, sur le chat, là c'est une vraie question, c'est alors pas forcément un quadriplace, mais un avion dans lequel on puisse mettre pas mal de choses, 2 places et un grand coffre. Pour voyager un peu. Alors le grand coffre, moi je trouve qu'on a déjà un grand coffre. On a des clients qui mettent des vélos pliants, des bagages et qui partent pour le week-end ou la semaine. Donc ils y arrivent déjà. Après mettre encore plus, c'est pas forcément un objectif en soi pour nous. Des demandes pour plus, on en a toujours. Mais après nous, notre boulot, c'est d'avoir un avion qui répond au plus grand nombre. Voilà. Polyvalent. Voilà, polyvalent. Et donc ça nous impose de faire des compromis. Et je suis désolé si des personnes voudraient un petit peu plus par là ou un petit peu plus par-ci. Parfois on ne sait pas faire. C'est un avion baroudeur quand même. La piste la plus courte possible pour cet avion, ça serait... Je préfère pas répondre à une question technique comme ça, parce que c'est un coup à ce qu'on lance les paris avec d'autres constructeurs et que ça devienne plus du tout réaliste. Mais toutes les pistes sur lesquelles un avion se pose aujourd'hui ou un ULM, un Elixir peut s'y poser. Voilà. Le chat se demande si on peut faire de la voltige avec un ULM, avec un Elixir. Alors non, on n'a pas certifié l'avion pour de la voltige. Voilà. D'accord. Non. Pardon, vas-y. Il n'y a pas d'intérêt pour vous. C'est la même réponse qu'avant. Il y a toujours des compromis à faire. Pour moi, faire un bon avion de voltige, faire de la voltige, ça veut dire avoir un bon avion de voltige. Et un bon avion de formation ou de voyage, c'est pas forcément un bon avion de voltige. Voilà, donc chacun va aller au bout de son cahier des charges et de son besoin. Avec une polyvalence cohérente, quoi, sans trop se diversifier non plus. Voilà, c'est ça. Nous, on reste sur notre marché et on laisse la place ouverte aux autres pour aller faire de la voltige. Ah non, parler de... T'as déjà fait de la voltige, tiens? Alors oui, j'ai fait un petit peu de voltige, mais j'ai pas de certificat de voltige quelconque. On peut parler d'hydrogène, d'électrique, de transition énergétique. J'imagine qu'à ton âge, on se sent concerné quand même par tout ça. C'est sûr que maintenant, ma génération, de manière générale, doit s'orienter vers ces technologies-là, plus vertes et avoir des solutions techniques justement qui vont apporter ces solutions. Donc que ce soit vers l'option de carburants qui vont être sans plomb, pour avoir du coup une aviation plus verte à terme. On s'y dirige petit à petit, de toute façon, vers l'aviation. On n'a pas trop le choix, on verra. Oui. La question aussi, c'est à partir de quand l'aviation est verte. Oui, voilà. Aujourd'hui, faire La Rochelle-Lyon, qui est une diagonale du vide française, bien connue, il n'y a pas plus économe que de le faire en Elixir ou en vélo. Ou en vélo. Qu'on peut mettre pliable dans l'Elixir. Venir à Friedrichshafen, c'est pas facile non plus quand on vient de Lyon par exemple ou de La Rochelle. Vous avez apporté 3 avions. Ces avions sont arrivés en vol. Qui les pilotait? On était une équipe, donc on a amené 3 avions, donc il a fallu emmener 3 pilotes depuis La Rochelle jusqu'à Friedrichshafen. Et la météo était bonne? Alors on a eu quelques petits soucis météo, surtout vers l'arrivée, donc on a dû faire 2 stops techniques raison météo, mais sinon la traversée La Rochelle-Friedrichshafen aurait été possible en un seul vol. Combien de temps de vol? Alors là, comme on a fait plusieurs stops, j'ai pas envie de donner des chiffres inexacts, mais je pense qu'on était autour de 3h30. 3h30, pas plus. Ouais. D'accord. Nous, pour venir de Lyon en voiture, on a mis 7 heures. Le double. Et les stops techniques, vous les avez fait où? Alors on a fait Nevers et Beaune. Nevers et Beaune. Voilà. D'accord.
Donc là, météo, faut savoir aussi réagir vite hein, quand on fait un stop. Il n'était pas nécessairement prévu ce stop. Ah non, forcément, c'est pas nécessaire, mais c'est le métier de pilote professionnel, c'est s'adapter à toute situation, donc, et pas non plus forcer l'objectif destination. Donc dès qu'on voit que les conditions VFR se dégradent un petit peu, il faut savoir se dire stop, on s'arrête là, on passe la nuit là et on partira demain. Et vous étiez en patrouille, en échelon refusé, tout ça, non? Non, pas tellement. On essaye de s'espacer justement, et puis chacun est Chacun responsable faisait de son sa vol, radio, voilà. tout ça, ouais. D'accord, ok. Et question toute simple, pourquoi tu as voulu devenir pilote, tiens? Alors je suis tombée, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé super tôt. C'était un peu par hasard que je suis rentrée dans l'aviation. Et c'est vrai que quand on est une fille, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ressemblent, donc on n'a pas forcément de modèle. Mais c'est vrai que c'est par hasard. Et puis après, une fois qu'on a commencé à piloter, le virus a été pris. Et puis c'est quand même sympa de piloter, d'être à l'intérieur de l'avion. Ah ouais, c'est chouette. Il y a des réactions sur le chat, Gilles? Non. Vous êtes, Il y a Franck May, Angoulême, Hanovre, on compte 6 heures en Cessna 152. L'Elixir est un poil plus rapide. Voilà. Toujours pas d'IFR sur l'Elixir? Alors le tableau de bord qui servira à la version IFR est en phase finale de certification, puisque les premiers avions qu'on livrera à l'Airbus Flight Academy auront ce tableau de bord là. Dans un premier temps utilisable en VFR ou VFR de nuit. On travaille d'ores et déjà sur la version IFR, donc le temps de la certifier et elle arrivera sur le marché. Je ne donnerai aucune date puisque ça serait vous mentir que de vous donner une date objective. Certifier un produit dans l'aéro, un avion ou des développements de l'avion, c'est long. Donc ça arrivera quand ça sera prêt. Voilà, en tout cas ça arrivera. Alors, tu disais tout à l'heure que tu es né dans une famille d'aviateurs et de navigateurs. Tu vois où je veux en venir. Tu as volé très tôt, tu as construit des avions, tu as construit des bateaux aussi, tu as expliqué que tu en as construit. Et même, tu en as construit un avec lequel tu as fait la Mini Transat en solitaire. C'était en quelle année ça? Alors, j'ai commencé à construire ce bateau au début de mon IUT. 2006, quelque chose comme ça. Et je l'ai mis à l'eau 2005 même, et je l'ai mis à l'eau en 2011. Donc je ou on plutôt, parce qu'encore une fois c'est toujours un travail d'équipe, hein. On ne fait jamais rien tout seul. Alors pourquoi aussi longtemps? Parce que j'avais pas d'argent, pas beaucoup de temps, et si j'ai réussi à aller jusqu'au bout, parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé à financer ça, qui m'ont filé des coups de main, qui m'ont filé du matériel, prêté des choses, et de fil en aiguille, donc j'ai réussi à mettre ce bateau à l'eau. 2011 jusqu'à 2013 je me suis préparé, j'ai appris à m'en servir, j'ai régaté, progressé avec, et 2013 ça a été le départ pour ma première Mini Transat. C'était une année un peu dantesque, on a eu des conditions météo affreuses et malheureusement j'ai fait naufrage. Mini Transat, c'est d'où à où? Oui. Alors ça n'a de mini que le nom, hein, et d'où vient le mini, c'est la taille du bateau, puisque c'est des bateaux qui font tous 6,50 m. Et donc c'est une transat qui part de France. En fonction des années, c'est pas toujours le même port de départ. On fait une escale aux Canaries, pareil, pas toujours les mêmes ports d'escale. Et ensuite on va aux Antilles ou au Brésil. Voilà, en fonction des éditions. Donc c'est une vraie traversée de l'Atlantique en solitaire, mais sur des tout petits bateaux. Donc le challenge est encore plus grand d'ailleurs. Et donc à la première tentative, un naufrage? Oui, première tentative, ça ne s'est pas bien passé. On est parti dans une tempête et j'ai un peu trop attaqué et j'ai pris trop de risques et je l'ai payé. Et je suis tombé à l'eau, le bateau a été cassé, j'ai été récupéré par la Marine nationale. Et j'ai de la chance de m'en être sorti. Ouais. C'est d'ailleurs ce qui a fait que je me suis lancé dans la création d'Elixir. Je fais naufrage en novembre 2013 et en 1er janvier 2014, c'était parti pour Elixir. Il s'est passé quelque chose. Je m'étais toujours dit qu'un jour je ferais autre chose. Et dans l'aéro, ça a été le déclic. Cela étant, j'ai gardé le bateau dans un coin avec des amis. On l'a retapé. Il y a un ami qui a fait une transat avec ce bateau, justement, la Mini Transat. Puis maintenant que le bateau était réparé, etc., je me suis dit, allez, c'est trop bête. Et donc en 2017, j'ai pris une pause, 2 pauses de 15 jours, 3 semaines chez Elixir. Et j'ai refait cette course. Et là, pour le coup, je suis allé jusqu'au bout et dans des bonnes conditions. Et même, tu as fait une bonne place en plus. Oui, sur la première étape, j'ai fait une très bonne place parce que j'ai fini second. Ouais. Oh. À quelques secondes du C'est rien. On est en direct. On ne vous dira pas ce qui s'est passé. Le verre de Jérôme a fait naufrage. Voilà.
parle de naufrage, c'est rien, c'est de l'eau. Et donc ouais, j'ai fini second sur cette première étape, sur la première étape. Sur la deuxième, ça a été plus difficile parce que malheureusement, j'ai heurté un cétacé. Donc j'ai cassé une partie du bateau et il a fallu que je fasse une étape technique au Cap-Vert pour réparer le bateau. Sur quoi j'ai réussi à réparer, repartir en course, remonter une partie de la flotte et je crois que j'ai fini 8e de cette étape-là. Donc c'est quand même une course où il y a 90 bateaux. Hein. Donc, dans les deux cas, c'était, je suis très fier de cette performance. Et voilà, et depuis, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de continuer à naviguer. Le bateau était vendu et maintenant c'est à fond pour Elixir. Alors, il y a des points communs. Hein, oui, complètement. Alors, quand Gérard Maui, là, qui est juste là derrière, là, de l'autre côté de la caméra, m'a proposé, ou a proposé à Aérobuzz de devenir partenaire de régate qui était organisée à l'époque à Marseille, hein, qui s'appelait les Voiles de l'Aéro. Donc, on s'est dit, bah oui, tiens, pourquoi pas. Et surtout que moi, c'était à ce moment-là que je connaissais Arthur depuis longtemps, mais je ne savais pas qu'il avait cette passion pour la navigation et surtout qu'il était aussi bon. Donc je dis, bah, moi d'accord, on y va, mais il faut que d'abord il accepte d'être le skipper du bateau Aérobuzz. Tu as accepté et puis ça s'est plutôt bien passé, non? Une naufrage. Une naufrage, non, c'était une expérience géniale. Donc cette régate, l'idée c'est quoi? C'est donc c'est une régate qui existe depuis une quinzaine d'années, je pense, quelque chose comme ça. Donc régate, c'est une compétition de voiliers. Hein. L'idée c'est de rassembler des passionnés de l'aéro dans un milieu un petit peu différent qui est le nautisme, mais pour créer des liens assez forts parce que c'est de la compétition, la voile ça peut être dur, c'est physique. Mais avoir des gens de tous les horizons, des gens qui découvrent ce sport, qui n'ont pas de compétences mais qui ont de la bonne volonté, des gens qui ont de la compétence mais qui veulent la partager, la transmettre. Et puis le soir, quand on descend du bateau, tout le monde est sur le même pied d'égalité et on reparle de bateau, d'aéro, etc. Et effectivement, quand Gilles m'a proposé de skipper ce bateau, j'ai trouvé ça génial, surtout que vous aviez un objectif, il n'y a pas de problème, vous aviez un objectif de faire participer des lecteurs. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, d'enrichir cette mixité des jeunes, des moins jeunes, des gens de l'ULM, de l'avion, de la formation, de l'industrie. Ouais. Et c'était une vraie réussite. Et donc ça a été une réussite, hein, puisque là, encore une fois, on a fini deuxième. Hein. Ah oui. Donc tu es habitué. Encore une fois, on a échoué, on n'a pas gagné surtout. Tu es le pool leader de la voile, donc. Je suis le pool leader de la voile, exactement, merci. Donc voilà. Et aujourd'hui, les voiles de l'Aéro ont quitté Marseille pour La Rochelle. Et là, tu es devenu à nous. Alors là, tu es plus que le partenaire, tu es carrément l'organisateur aujourd'hui. Tu es chez toi. Oui, parce que cet événement qui avait été lancé à l'époque de partage, de communautés réunies autour de la voile, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc d'avoir cette place dans la création de réseaux, de liens dans l'aéro, c'est très important. Et le Covid est arrivé donc à l'issue de cette édition, qui a eu plus d'événements pendant 2-3 ans. Et là, il est moment de relancer. Donc c'est Elixir en partenariat avec Aérobuzz qui organise cette nouvelle régate. Donc c'est le 15, 16, 10. Du 7 au 10 septembre 2023. Voilà, donc au mois de septembre de cette année. Et là, sur un format légèrement différent. L'idée, c'est de passer moins de temps sur l'eau à régater, à naviguer, et un petit peu plus de temps à terre. Pourquoi ? Parce que on veut associer à cet événement où il y aura des marins, des bateaux, aussi des terriens, des gens qui sont là parce qu'ils ont envie d'être au bord de la mer, qu'ils ont envie de partager de la convivialité et du réseau, etc. Mais qui ne se sentent pas forcément l'âme d'un marin, l'âme d'un régatier. Et donc on passe plus de temps ensemble avant et après la navigation. Et l'idée, c'est d'entrecouper tout ça par des belles histoires. Des gens qui ont créé des startups, des gens qui ont vécu des belles aventures dans l'aéro, dans le nautisme, des architectes navals, des ingénieurs aéronautiques qui vont nous raconter leur carrière, leur réussite, leur succès, et donc de créer d'inciter les gens à partager et à continuer à faire progresser nos milieux, principalement l'aéro, parce que nous on est dans l'aéro, mais il y a énormément de synergie possible entre ces deux milieux, et l'idée c'est de surfer là-dessus. Et alors donc ça va se dérouler dans un cadre assez prestigieux quand même, hein, puisque les bateaux démarreront les régates depuis l'île de Ré, c'est ça, hein? Voilà, donc
L'objectif, encore une fois, c'est de tirer la quintessence de ce qu'on a à disposition et c'est d'être en alternance entre La Rochelle, port historique, emblématique de la côte atlantique, cité médiévale, etc., et l'île de Ré, avec un petit port qui est le port de Saint-Martin, lui aussi avec beaucoup de cachets, d'histoire et un endroit magique. Et d'alterner entre ces deux sites, des régates au départ de l'île de Ré, les événements conviviaux communs en alternance entre les deux, et puis une journée aussi pour les terriens qu'on va emmener découvrir la mer, mais plutôt sur un bateau à passagers. Voilà, c'est vraiment de la consommation confortable du nautisme, et voilà, se réunir dans une bonne ambiance, de la convivialité, et partager nos valeurs. Alors il faut préciser aussi que ces régates vont se dérouler au moment du démarrage de la Coupe du Monde de rugby. Donc, et comme La Rochelle, c'est quand même aujourd'hui une ville de rugby, on n'oubliera pas de célébrer l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby où la France va foutre la pâtée à la Nouvelle-Zélande quand même. Ah bah Et avec des joueurs rochelais. Voilà. Et avec les joueurs rochelais. Il y aura aussi un joueur lyonnais. Ah. Oui, non, c'est vrai que La Rochelle, c'est une cité qui vit au rythme du rugby, presque plus que la voile, on pourrait dire. Et c'est une grande fierté, et ça serait une très belle occasion de faire la fête encore plus. Et alors, est-ce que Elixir aura un bateau ? Alors, Elixir aura un bateau, et évidemment, on est là pour gagner. Donc, allez, la concurrence, motivez-vous. Qui est-ce qui va être le skipper ? À définir. Ce ne sera pas moi. Ah bon, autrement, attention, il y a une clause de... Bon, tu vas participer ? Toi, dans la voile, Anne ? Alors moi, je suis pas du tout bateau, mais alors, il n'y a rien d'officiel encore, mais j'ai eu l'occasion de peut-être en faire soit en bateau ou soit en avion à survoler, donc en élixir, à voir, je ne sais pas pour l'instant. Pour survoler Parce que la dernière, quand on a fait la dernière fois les régates, on a été survolé par la patrouille de France. Donc là, attention, il faut être à la hauteur. Il y a des choses qui se préparent peut-être là. La pression. Bon, alors, On en reparlera sur Aérobuzz. bien sûr. D'ailleurs, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous. Oui, j'oublie de le dire chaque fois, mais Aérobuzz, il faut vous abonner. Je voulais ajouter... Oui, on en est où dans les inscriptions ? Je sais que Gérard est très très actif là sur le coup, Oui, et donc- qu'il a posé des jalons ici à Friedrichshafen. Alors, j'ai pas les dernières actualités des inscriptions. Ce que je peux vous dire, c'est qu'Elixir Aircraft, évidemment, engage un bateau. Aura Aero va engager un bateau. Certains anciens participants de la course sont en train de se préparer pour engager des bateaux dans les toutes prochaines heures ou les prochains jours. Donc, c'est parti. D'accord. Eh ben, à suivre donc. Oui. Alors je reviens sur le salon. Qu'est-ce qui vous... Anne, tu t'es baladée un petit peu dans les allées. Qu'est-ce que tu as vu là qui t'a un peu... C'était ton premier salon ? Alors c'est mon premier salon, vrai salon avec Elixir, parce que du coup j'ai pu participer Ouais. à l'Assemblée Générale de la Fédération Française Aéronautique à Clermont-Ferrand. Oui, mais bon, on ne peut pas appeler ça un salon aéronautique. C'est différent, on n'a pas le même type de public. Après, c'est vrai que là, j'ai l'occasion du coup de rencontrer vraiment des clients et puis de discuter avec eux, de leur montrer l'avion. Et c'est vraiment une première expérience très 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 intéressante. Et puis même voir d'autres stands, apprendre Voilà. des autres. Oui, C'est ce que j'allais te ouais. demander. Est-ce que Ouais. tu t'es baladé un peu dans... Un petit peu, c'est toujours bien de prendre l'expérience des autres Bien et sûr. puis de voir ce qui se fait autour de nous. Parce que je pense que ce salon est riche en expérience aéronautique de manière générale et que c'est une super opportunité d'être ici. On voit des drôles de machines. On a vu des hydravions amphibies, des prototypes d'IVTOL. Enfin, tu y crois toi à tout ça ? Ah, moi je n'émets aucun jugement parce que encore une fois c'est des projets fous et puis si ça marche, tant mieux, il faut y croire en fait, c'est l'important. Elle est très bonne. Elle répond. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les premières années d'Elixir, tout le monde nous a dit qu'on n'y arriverait pas. Donc, on va éviter d'émettre des jugements sur les autres. Ah oui, mais c'est pas le but de mettre des jugements, mais voilà. Bon. je pense que- On a d'autres questions ou pas ou, Non, le chat, alors ça manque d'aérodrome à l'île de Ré. Oléron et Yeux sont beaucoup mieux faites. Qui dit ça ? C'est Franck May. Franck B, qu'on salue. Alors, il y avait un aérodrome à l'île de Ré, avant le pont.
Et quand on survole l'île de Ré, on arrive encore à bien voir l'emplacement de cet ancien aérodrome, bien au milieu, une belle étendue au milieu de la forêt. Cela étant, depuis que le pont existe, l'aéroport de La Rochelle, qui s'appelle d'ailleurs l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré, est juste de l'autre côté du pont. Donc il n'y avait pas de logique à garder ces deux aérodromes pendant tout ce temps-là. Donc l'aérodrome de l'île de Ré s'est développé, enfin l'aérodrome de La Rochelle s'est développé, et effectivement il n'y a plus d'aérodrome, mais c'est à 10 minutes en vélo. On n'est jamais loin du vélo. La Rochelle, c'est aussi une cité de vélo. Oui. On est beaucoup à se contenter de ce moyen de transport avec beaucoup de bonheur. Donc nous on se prépare pour aller à La Rochelle à partir du 7 septembre. Donc on ne sera pas sur un bateau, mais on sera supporter. Et puis là on vous souhaite un bon salon, parce que c'est que la première journée, il reste 3 jours. Si vous continuez sur le même rythme, il va falloir agrandir l'usine. Ouais. Alors, pour la petite histoire, c'est la première fois qu'on signe des avions sur des salons. Voilà, jusqu'à présent, on prenait des opportunités qui se révélaient fructueuses dans les semaines, mois qui suivaient. Et là, on a changé de monde. C'est bien. On se verra au Bourget aussi. Ah oui, avec plaisir. Et alors au Bourget, justement, voilà, il y a des choses déjà à dire. Donc au Bourget, l'objectif c'est d'exposer le démonstrateur de ce que sera l'élixir avec turbine, donc qui sera alimenté en SAF, en biocarburant. Et donc ça sera la grande nouveauté d'élixir au Bourget, d'élixir Aircraft au Bourget. Super. Ouais. Anne, encore un petit mot. S'il y en a qui ont peut-être envie de devenir pilote, quel conseil tu peux transmettre à... Alors que c'est accessible à tout le monde, qu'il ne faut pas forcément être ingénieur ou bon en maths, qu'il faut vraiment se renseigner aussi, parce que c'est quelque chose qui va vraiment être différent en fonction des personnes, et que voilà, donc la porte des aéroclubs est ouverte en France, il y en a énormément, on est un pays riche en aviation, donc vraiment il faut en profiter, et puis que c'est accessible, qu'il y a des bourses qui existent, et que il faut se lancer, et puis une fois qu'on a mis le pied dedans, bon courage pour y sortir. Voilà. Et puis Elixir Aircraft ouvre ses portes aux talents. Vous recrutez, c'est important de le dire aussi, ça. Alors, de le rappeler en tout cas. On recrute, et effectivement, il ne faut pas hésiter à consulter notre site et à candidater directement en ligne. On a une belle plateforme où on peut trouver toutes les offres, et je pense que c'est par là qu'Anne est passée d'ailleurs. Et moi, pour le mot de la fin, c'est qu'il faut continuer à se battre pour qu'il y ait des vocations qui soient créées dans l'aéro. Permettre aux jeunes d'aller à des meetings, de découvrir des aéroclubs, des clubs de planeurs, du LM, de faire du modélisme, du simulateur. Si aujourd'hui notre aviation elle est en ballottement auprès de certains pouvoirs publics, c'est parce qu'aujourd'hui l'aviation ne rapporte pas de voix, parce que les politiciens doivent d'abord s'occuper du plus grand nombre, et on le comprend. Et plus il y aura de gens qui seront passionnés par l'aéro, intéressés par notre milieu, plus on créera des vocations jeunes, et mieux ce sera. Et à ce sujet, nous, pour essayer de comprendre d'où viennent un peu les talents qu'on a chez nous, on a fait tourner un sondage dans l'entreprise pour savoir quand est-ce que les gens ont découvert l'aéronautique, quand est-ce qu'ils ont su qu'ils voulaient travailler dans l'aéro, et de quelle manière ils l'ont découvert. 70% des gens, un peu plus de 70% des gens qui ont répondu à ce sondage ont découvert l'aéro avant leurs 15 ans. Et 100% d'entre eux, aéroclub, meeting aérien, modélisme, planeur. Voilà. Donc c'est des choses qu'il faut continuer à aider. Il faut encourager les jeunes, les faire goûter à ça, aider ces clubs. Et c'est comme ça que c'est le seul moyen et le meilleur moyen de défendre notre aviation. C'est de continuer à la pérenniser, à la partager avec le plus grand. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jump Seat, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.